Votre potager est-il vraiment prêt pour l'hiver? Les dernières de tomates y sont cueillies, les courges trônent fièrement. On pourrait croire que l'on peut souffler, mais saviez-vous qu'en ce moment même, en septembre, vous risquez de commettre des erreurs qui pourraient littéralement compromettre vos futures récoltes? Aujourd'hui, nous allons passer en revue le top 7 des erreurs les plus fréquentes et les plus préjudiciables que l'on fait au potager en septembre, celles qui pourraient vous faire perdre toute votre récolte de l'année prochaine. Et je vous promets que certaines d'entre elles vont vraiment vous surprendre. Septembre au potager, ce n'est pas la fin, mais plutôt l'entracte avant la nouvelle saison. C'est un calme trompeur, un moment où la nature se prépare à l'hibernation. Mais c'est précisément maintenant que se posent les bases de la santé et de la fertilité de votre futur jardin. Chacune de vos actions, ou au contraire, votre inaction en septembre, aura des conséquences à long terme qui ne se manifesteront qu'au printemps. Voyons ensemble où se cachent les pièges les plus dangereux. Alors, commençons par l'erreur la plus répandue, et sans doute la plus dévastatrice. Il s'agit de l'erreur numéro 1, laisser le potager en l'état après la récolte. La récolte est terminée, le dos est douloureux, et on a l'impression que la nature s'en occupera toute seule. Beaucoup pensent que les résidus végétaux laissés sur place vont se décomposer et faire un excellent engrais. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Mais en réalité, vous êtes en train de fabriquer, de vos propres mains, une véritable bombe à retardement pour vos futures récoltes. Cela concerne tout particulièrement les restes des cultures de solanacées et de cucurbitacées. Pensez aux fans de tomates, de pommes de terre, de poivrons, mais aussi aux lianes de concombres et de courgettes. Au cours de l'été, ces plantes ont accumulé une véritable kyrielle de maladies. Les spores du mildiou, de l'oïdium, de la cladosporiose, tout cela ne disparaît pas avec l'arrivée des températures hivernales. Elles entrent simplement en dormance, bien à l'abri sur les feuilles et les tiges sèches. Ce ne sont pas de simples débris végétaux. C'est un véritable hôtel 5 étoiles pour les ravageurs et les maladies. Imaginez les larves du doryphore, les alerodes, les œufs de pucerons. Tout ce petit monde s'offre un hivernage douillet directement dans vos plates-bandes, afin de pouvoir se régaler au printemps de vos jeunes et tendres plantations. Alors que faire? La réponse est sans équivoque. Tout retirer sans pitié jusqu'à la dernière feuille. Et attention, c'est un point crucial. Ne songez jamais à envoyer ces résidus malades au compost. Vous ne feriez qu'y contaminer tout votre futur compost. Le meilleur et le plus sûr moyen est de brûler ces restes de plantes ou de les transporter loin de votre parcelle. Ce n'est qu'ainsi que vous briserez ce cercle vicieux de maladies. Parfait. Nos parterres sont nettoyés de leurs fans, la terre est propre et à nu. Et c'est là qu'intervient la deuxième erreur courante. Croire que le sol va se reposer tout seul. Se contenter de retourner la terre et de la laisser noire, à ciel ouvert jusqu'au printemps, c'est comme envoyer un soldat au combat sans gilet pare-balles. Un sol nu est absolument sans défense face aux pluies et aux vents d'automne. Imaginez. Les fortes averses lessivent impitoyablement de la couche supérieure, la plus fertile, tous les nutriments que vous avez si patiemment apportés durant l'été. Le vent, lui, assèche et emporte les précieuses particules d'humus. Au final, au printemps, votre terre devient compacte, appauvrie et sans vie. Elle ne se repose pas, elle se dégrade et s'épuise. Alors que faire? La réponse est simple, il faut nourrir la terre et la couvrir, et septembre est le meilleur moment pour cela. Le moyen le plus simple est d'apporter de la matière organique, du compost bien mûr ou du fumier décomposé répandu uniformément sur les parterres sous un léger bêchage fera de véritables miracles. Mais il existe aussi une méthode plus élégante, le semis d'engrais verts, la moutarde, la facélie, l'avoine. Ces plantes sont de véritables sauveuses. Leurs racines ameublissent le sol mieux que n'importe quelle bêche, et la masse végétale que vous incorporez ensuite simplement à la terre deviendra un excellent apport nutritif. De plus, cette même moutarde assainit parfaitement le sol. C'est un triple bénéfice pour vos futures récoltes. Il faut savoir qu'en septembre, les plantes ne sont pas encore complètement entrées en dormance. Une taille sévère à ce moment-là, surtout pour les arbres fruitiers et les arbustes à baies, agit comme un véritable déclencheur. Elle provoque la pousse de nouveaux jeunes rameaux. La plante interprète cela comme un signal.
Ah, on m'a taillé! Je dois produire de la masse verte d'urgence. Et elle y consacre ses dernières de force et les nutriments qu'elle aurait dû accumuler pour l'hiver. Le résultat, ces jeunes pousses tendres et vertes n'auront tout simplement pas le temps de se fortifier et de se outer avant les premières gelées sérieuses. Elles gèleront inévitablement. Mais ce n'est pas le pire. Le problème majeur est que la plante, ayant gaspillé son énergie dans cette croissance inutile, abordera l'hiver affaibli. Au printemps, au lieu d'une floraison luxuriante et d'une récolte généreuse, vous vous retrouverez avec une plante affaiblie et malade, dont les branches gelées deviendront des portes d'entrée pour les infections. Bien sûr, une taille sanitaire pour éliminer les branches sèches ou malades est indispensable. Mais pour une taille plus importante, de formation ou de restructuration, il est préférable d'attendre la fin de l'automne ou le début du printemps. En réalité, votre jardin devient un véritable gîte pour les parasites hivernants. Dans les fissures de l'écorce, sous les feuilles mortes, ou encore dans la couche superficielle du sol, près des racines, les pubes de carpocaps, les œufs de pucerons, les spores de tavelure et de moniliose s'installent confortablement pour y passer l'hiver. Ils n'ont pas disparu. Ils attendent simplement le printemps pour, dès les premières chaleurs, reprendre leur activité dévastatrice. Au printemps, ils se réveilleront affamés et pleins de vigueur. C'est pourquoi septembre et octobre, notamment après la chute des feuilles, constituent une période cruciale pour ce qu'on appelle le traitement d'éradication du verger. Une fois les arbres défeuillés, vous pouvez employer des solutions à forte concentration qui auraient endommagé, voire brûlé, le feuillage en été. Par exemple, un traitement à 5% de sulfate de fer ou à 7% d'urée. Il est essentiel de pulvériser abondamment non seulement les branches, le tronc, mais également le sol au pied des arbres. Cette simple procédure peut éliminer jusqu'à 80% des nuisibles et maladies ayant passé l'hiver. Imaginez à quel point la lutte pour votre récolte sera facilitée le printemps prochain. Imaginez un instant, sur la lame du sécateur que vous venez d'utiliser pour couper une branche malade, demeure de la sève et des microparticules végétales. Sur votre pelle ou votre binette, des mottes de terre fourmillent de spores de champignons et de bactéries. Ces hôtes indésirables ne disparaîtront pas pendant l'hiver. Et au printemps, en saisissant ces outils, vous deviendrez le principal propagateur d'infections dans tout votre jardin. Vous transférez littéralement la contagion de la saison précédente à la nouvelle. Votre sécateur se métamorphose alors en une seringue sale, contaminant chaque plante saine qui l'effleure. Par ailleurs, l'humidité et la saleté sont un terrain propice à la rouille. Un outil émoussé et rouillé ne coupe pas. Il déchire et meurtrit les tissus des plantes, laissant des plaies larges et irrégulières. Et ces plaies béantes sont de véritables portes ouvertes à toute infection. La règle est donc simple. À la fin de la saison, prenez le temps de remettre vos outils en parfait état. Nettoyez-les de la terre et des résidus végétaux. Désinfectez-les avec de l'alcool ou une solution de permanganate de potassium. Affûtez les lames et appliquez une fine couche d'huile mécanique. Ce n'est pas seulement une question d'entretien matériel, c'est l'hygiène essentielle de votre jardin. Mais en réalité, ce plaid douillet se transforme vite en une couverture mortelle et étouffante. Sous les pluies automnales, puis sous la neige, les feuilles se tassent et forment une croûte dense et étanche à l'air. Sous cette couche asphyxiante, le gazon cesse de respirer, il commence alors à fermenter, à pourrir et à développer des maladies. Ce sont des conditions idéales pour l'apparition de ce qu'on appelle la pourriture des neiges, typhula, et d'autres affections fongiques. Et au printemps, lorsque la neige aura fondu, vous aurez la désagréable surprise de découvrir, à la place d'une pelouse verdoyante, des zones jaunies, clairsemées et sans vie, parsemées de plaques de moisissure grise. La règle est donc implacable pour le gazon à l'automne. Toutes les feuilles doivent impérativement être ramassées. Ne lésinez pas sur les efforts. Prenez le temps de passer un bon coup de râteau à feuilles. D'ailleurs, les feuilles récoltées ne sont pas des déchets, mais une ressource précieuse. Jetez-les sur votre tas de compost et en 1 ou 2 ans, vous obtiendrez un superbe terreau de feuilles. Vous pouvez aussi,
les utiliser comme paillis pour protéger vos cultures semées avant l'hiver et les racines des plantes les plus frileuses. Ce travail de ratissage automnal est votre meilleure garantie d'une pelouse saine et magnifique au printemps. Avant tout, parlons de l'ail d'automne. C'est l'ail planté à l'automne qui a le temps de bien s'enraciner avant les gelées et qui, au printemps, démarre sa croissance dès les premiers rayons de soleil. Résultat, des têtes d'ail grosses, saines et juteuses dont on ne peut que rêver avec une plantation printanière. Il en va de même pour les bulbilles d'oignons. La plantation automnale vous garantit une verdure des plus précoces et des bulbes robustes. Et les fleurs, alors? Septembre, c'est la saison de plantation par excellence pour la plupart des bulbes à fleurs. Tulipes, narcisses, jacinthes, crocus, tous doivent être plantés en automne pour vous offrir une floraison spectaculaire au printemps suivant. Imaginez, pendant que vos voisins ont encore des parterres dégarnis, chez vous, c'est déjà une véritable explosion de couleurs. De plus, en septembre, vous pouvez encore semer des légumes verts à croissance rapide comme les épinards ou la roquette, et récolter une dernière petite mais très agréable moisson avant l'arrivée des vrais froids. Alors, septembre, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais plutôt celui de jeter les bases d'une récolte précoce et d'une beauté florale exceptionnelle pour l'année prochaine. Et voici la conclusion la plus importante, et presque choquante. Ces 7 erreurs découlent toutes d'une même et unique méprise. Nous percevons septembre comme la fin de la saison, comme l'heure du nettoyage et de la mise en conserve. Mais en réalité, c'est son commencement secret. La véritable erreur, l'erreur fondamentale, est de raisonner en termes de fin et non de préparation. Chaque geste effectué au jardin en automne n'est pas un adieu à l'année qui s'achève, mais un investissement direct pour celle qui vient. En retirant les fans malades, vous ne vous contentez pas de nettoyer une parcelle, vous effectuez un véritable assainissement pour les futures plantations. En semant des engrais verts, vous ne faites pas que couvrir le sol, vous préparez un petit déjeuner nutritif pour les semis du printemps. Un entretien adéquat du potager en septembre, ce n'est pas juste un nettoyage, c'est l'investissement le plus crucial pour votre succès l'année prochaine. C'est la fondation sans laquelle même les meilleures semences et les soins printaniers les plus méticuleux risquent de ne pas donner les résultats escomptés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne avec un like et un abonnement. Cela nous aide énormément à créer de nouveaux contenus pour vous. Quels sont, selon vous, les travaux de septembre les plus importants au potager? Ou peut-être avez-vous une astuce secrète, une méthode particulière pour préparer votre jardin à l'hiver? Partagez vos expériences en commentaire, échangeons nos savoir-faire.